Richard Fandikian. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous publiez Le vrai état de la France aux éditions de l'Observatoire, ouvrage dans lequel vous dénoncez, chiffres à l'appui, le grand décrochage de la France. Dette, chômage, impôts, illettrisme, développement de la pauvreté, sentiment croissant d'insécurité, autant de signes annonciateurs, selon vous, du déclin de la France. En lisant votre livre, Agnès Verdier-Molinier, on se demande vraiment si la France peut, sur le plan économique, tenir encore longtemps. Oui, c'est la question que je pose, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien conscient, nous, citoyens français, de l'état réel de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai publié ce livre au moment des présidentielles, parce que je considérais qu'il fallait redonner du chiffre dans le débat et repartir d'un constat qui soit partagé par le plus grand nombre. Par exemple, on n'est plus que 23e dans le classement international sur la richesse par habitant. Oui. 23e, c'est pas du tout suffisant pour un pays comme la France. On a tous appris qu'on était plutôt dans les 6e, 7e ou 8e, mais en fait ça c'est en richesse nationale dans le classement international, mais quand on regarde par habitant, on est très très loin derrière les Danois, derrière les Suisses, derrière beaucoup de nos finalement d'autres Européens, et là il y a quelque chose qui va pas, qui correspond pas à ce que doit être la France dans le monde, et qui est lié aussi au fait qu'on a un énorme problème de gestion publique. Diagnostic implacable, votre livre est un plaidoyer pour une appréciation lucide des forces et des faiblesses du pays. Vous dites que la France aujourd'hui a besoin pas seulement d'arbitrage, mais bien d'un changement de modèle. Et c'est ce changement de modèle, selon vous, qui pourra lui permettre de retrouver son rang. Vous le disiez, au lieu d'être relégué, comme c'est le cas actuellement, au 23e rang mondial en richesse par habitant, plombé par 1460 milliards de dépenses publiques par an, un niveau sans précédent et sans comparaison dans tous les pays occidentaux. Oui, on est vraiment le pays qui dépense le plus et qui taxe le plus. Et paradoxalement, ça ne fait pas aller mieux nos services publics, parce que je l'explique dans mes chapitres, on a un niveau de l'école qui se dégrade, on a des problèmes sur le front de la santé, sur les questions de pénitentiaire, c'est catastrophique. Enfin, on voit que bizarrement, à la fois le pays qui dépense le plus n'est pas du tout celui qui a les meilleurs services publics. Et en fait, quand on plonge un peu comme nous l'avons fait avec mon équipe de la Fondation IFRAP, et puis comme je le fais pour mes livres, on plonge dans l'organisation publique de ce pays, eh bien on se rend compte que tout est émietté, tout est redondant, c'est très très mal organisé. On a des strates de décideurs qui finalement sont en concurrence les unes avec les autres, et ça fait qu'à la fin on surpaye le coût de production de nos services publics qui est exorbitant en France. Et à la fin, on a un déficit public qui est abyssal. Pourquoi ? Parce que il y a une inorganisation, une désorganisation, une complexification qui fait qu'on paye plus de 80 milliards de plus pour produire nos services publics, et ça n'améliore pas la qualité, au contraire. Donc je trouvais qu'il fallait à un moment qu'on explique un peu à nos concitoyens. C'est pour ça que mon livre s'appelle Le vrai état de la France. Les citoyens ont le droit de savoir. Oui. C'est pour expliquer que voilà, il y a des faits, ce sont des chiffres officiels, et ils sont absolument implacables. Alors vous dites aussi qu'on a inversé les valeurs en pensant d'abord à dépenser de l'argent public avant de penser à produire de la richesse. Alors est-ce qu'on peut dater cette dérive ? Je crois que ça commence à peu près dans fin des années 70, début des années 80. Finalement, quand on a commencé à avoir en permanence des budgets déficitaires de l'État, et que on a accumulé en fait de la dette, et finalement nos gestionnaires publics étaient toujours en quête de trouver plus de recettes pour combler les trous, plutôt que de se dire comment on va faire pour créer plus de richesses, pour avoir plus de richesses à se partager. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir la différence en fait d'attitude même du Parlement dans les différents pays par rapport à la France. Nous, ça fait beaucoup d'années qu'on dit aux parlementaires, il faut absolument que vous saisissiez de votre rôle, de votre mission, de votre devoir de contrôle des dépenses publiques, qui est aussi important que celui de légiférer.
et c'est dans la Constitution, c'est l'article 24 de la Constitution, on était un peu toujours, pas entendu, pas compris sur ces questions-là. Et quand on fait le tour d'Europe, on voit que partout en Europe, les parlements évaluent en permanence comment sont utilisés les deniers publics. L'utilisation de l'argent public n'est pas un tabou, on regarde tout. Mais chez nous, pas du tout. Donc on empile la dépense, mais personne n'évalue vraiment. Il n'y a pas de contre-pouvoir finalement à l'administration et à l'exécutif. Et finalement, ça donne le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire plus de 50% de dépenses publiques par rapport au PIB, et on est même allé au-delà de 60% pendant la crise sanitaire. Et personne ne se dit que on pourrait dépenser moins, alors qu'on pourrait très facilement dépenser beaucoup moins. Je montre dans mon livre qu'en moyenne, on dépense 262 milliards d'euros de plus en dépenses publiques par rapport aux pays de la zone euro en moyenne hors France. C'est absolument gigantesque. Et en dépit du fait qu'on taxe plus que partout ailleurs nos entreprises et nos ménages, on a encore un déficit public qui dépasse les 100 milliards tous les ans ces dernières années. Donc il y a un énorme problème pour la France qui doit être pris en main et qui est très très urgent maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la charge de la dette commence à augmenter de manière très importante, et ça va faire revenir ce sujet-là en dessus de la pile de tous les problèmes à régler très très rapidement. Alors vous dites qu'il est maintenant temps d'agir. Alors quelles seraient selon vous des mesures à prendre immédiatement ? Bien, immédiatement, il faudrait tout de suite proposer un plan de réduction de la dépense. Alors, on voit bien que le président de la République et le gouvernement sont dans une logique de dire qu'on va réformer les retraites. Pourquoi ? Parce que le sujet des retraites, c'est le sujet de la plus grosse dépense publique. C'est plus de 300 milliards d'euros par an. Oui. Et c'est là que les marchés, nos partenaires européens, attendent la France. Parce qu'il faut bien comprendre que les taux sur la dette française, si les marchés pensent que la France n'est pas réformable, ils vont monter beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attend. Donc il faut donner des signaux. Mais le seul signal de la réforme des retraites ne suffira pas. Donc il faudrait aller beaucoup plus loin sur la réorganisation. Et on voit bien aussi que là encore, le gouvernement tourne un peu autour du sujet, parce qu'il crée le CNR pour la refondation. Oui. Mais cette refondation, qu'est-ce que c'est ? C'est de la décentralisation, c'est moins de dépenses, c'est vers quoi on va ? Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice et de feuille de route, alors que c'est le moment où il devrait y avoir une feuille de route hyper claire. On aurait dû avoir aussi une loi de finances rectificative, mais beaucoup plus profonde, avec des mesures prises cet été. Là, il y a eu une loi de finances rectificative, mais qui était en fait une loi d'urgence, alors qu'on devrait déjà être en train de prévoir toutes les mesures très très importantes qui sont décentralisation de fonds, décentraliser la gestion de la santé, de l'éducation, autonomiser, mettre en concurrence. Tout ça finalement n'est pas du tout prévu pour l'instant. Et ça va nous porter préjudice, parce que on l'a déjà calculé, la Fondation IFRAP, on va vers de l'ordre de 100 milliards d'euros de charge de la dette d'ici la fin du quinquennat, si on fait pas les mesures, si on prend pas les mesures, si on n'annonce pas les mesures qu'il faut pour faire baisser les taux. Bien, je rappelle le titre de votre livre, Le vrai état de la France, publié aux éditions de l'Observatoire, livre en compétition pour le prix Charles Villeneuve 2022, qui sera remis le 10 décembre prochain à Marseille, dans le salon d'honneur de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Merci Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne, cinéma Le Prado. Alors, monsieur Frédéric Banégas est à l'écoute. De quelle fondation Agnès Verdier-Molinier est-elle la directrice ? Je répète la question. De quelle fondation Agnès Verdier-Molinier est-elle la directrice ? Il y a des cartes cadeaux Cultura à gagner, et aussi des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille. Tout cela à gagner si vous répondez bien. Alors bien sûr, ça revient aux premières bonnes réponses. Si vous répondez bien en appelant le 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33, à vous de jouer. Richard Fandikian.